quand le général Ngambou menaça le ministre Atanga Nji. Un général, un ministre, une église, et une phrase qui a tout fait basculer. Imaginez. Un général de division de l'armée camerounaise, homme d'honneur, homme de galon, se lève un matin, ouvre son téléphone, et découvre qu'un ministre vient de le traiter publiquement d'individu sans foi ni loi. Le silence qui suit est celui d'un homme qui ravale sa rage. Puis il ouvre la bouche. Et ce qu'il dit va faire trembler les murs du sérail camerounais. J'espère qu'il sera encore là. Il ne faut pas exagérer. 5 secondes. Une phrase. Et soudain, tout le Cameroun retient son souffle. Parce que quand un général de division parle ainsi d'un ministre en exercice, ce ne sont pas des mots. C'est un signal. Un avertissement. Peut-être même une menace. Restez avec nous. Parce que derrière cette confrontation explosive entre le général Esaïe Ngambou et le ministre Paul Atanga Nji, se cache une histoire bien plus profonde, une guerre de pouvoir, une crise d'église, des égos froissés, et les règles non écrites du sérail camerounais. Une histoire que vous ne lirez dans aucun journal officiel. Partie 1. Contexte et fait. Le décor d'une guerre que personne ne voulait voir venir. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord remonter le temps. Pas loin. Juste à mai 2023. Et regardez attentivement ce qui se passe dans les milieux évangéliques camerounais. L'Église évangélique du Cameroun, qu'on appelle communément l'EEC, est l'une des dénominations chrétiennes les plus anciennes et les plus respectées du pays. Fondée sur des décennies de tradition protestante, elle compte des dizaines de milliers de fidèles à travers tout le territoire national. C'est une institution. Un pilier. Une référence. Mais comme toutes les grandes institutions humaines, l'EEC n'est pas à l'abri des divisions internes. Et depuis plusieurs années déjà, des tensions sourdes couvant en son sein. Des querelles de chapelle, des désaccords théologiques, des rivalités de leadership. Le genre de fracture que l'on cache longtemps derrière les prières du dimanche, avant qu'elles n'explosent au grand jour. Et elles ont explosé. Le 21 mai 2023, à Foumban, une cérémonie officielle marque la naissance d'une nouvelle entité religieuse, l'Église évangélique du Cameroun décentralisée, ou ECD. Les fondateurs la présentent comme une réponse au dysfonctionnement interne de la structure mère. Une alternative. Un nouveau départ. Mais ce n'est pas tout. Car parmi les personnalités associées à cette nouvelle dénomination figure un nom qui va tout changer, le général de division Esaïe Ngambou. Un officier supérieur de l'armée camerounaise, homme influent, doté d'un réseau solide. Sa présence dans cette aventure religieuse lui donne immédiatement un poids particulier. Quand un général met son nom sur quelque chose au Cameroun, ce n'est jamais anodin. Mais voilà. Le problème arrive dès les premières semaines. Selon le ministère de l'administration territoriale, le MINA, cette nouvelle église aurait commencé à fonctionner officiellement, avant même d'avoir obtenu l'autorisation légale requise. Et au Cameroun, la loi sur la liberté d'association est très claire là-dessus, toute association religieuse doit être reconnue par décret présidentiel. Pas par une simple déclaration. Pas par une cérémonie à Foumban. Par un décret signé au sommet de l'État. Et ce décret, l'EECD ne l'avait pas. La machine administrative se met alors en marche. Et c'est là que tout bascule. Partie 2. Le conflit. Le communiqué qui a mis le feu aux poudres. Le 8 juin 2023. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, signe un communiqué officiel. Paul Atanga Nji, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est un homme qui ne fait pas dans la dentelle. Politicien aguerri, fidèle parmi les fidèles du régime, il a la réputation d'un homme qui parle fort et qui assume. Quand il signe un communiqué, il assume chaque mot. Et dans ce document daté du 8 juin, les mots sont particulièrement forts. Il dénonce des activités menées en dehors du cadre légal. Il rappelle que l'EECD ne dispose d'aucune autorisation officielle. Il demande que la nouvelle structure évite toute confusion avec l'EEC historique, notamment au niveau du nom, du siège et du logo. Et surtout, il emploie une formule qui va faire des ravages. Il parle d'individus sans foi ni loi impliqués dans cette démarche. Individus sans foi ni loi. 4 mots. Lâchés dans un communiqué ministériel. Et le général Ngambou les reçoit comme un projectile en pleine poitrine. Parce qu'il est évident, pour lui, pour ses proches, pour tous ceux qui connaissent le dossier, que ces mots lui sont adressés. Directement. Nominativement. Même si son nom n'est pas cité, tout le monde sait de qui il s'agit.
Et c'est là que la tempête commence. Quelques jours plus tard, une vidéo circule sur les réseaux sociaux camerounais. On y voit le général Esaïe Ngambou. Il est calme. Trop calme. Le genre de calme qui précède l'orage. Il parle lentement, pesant chaque mot. Et ce qu'il dit va choquer bien des observateurs. Écoutez bien. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la correspondance du ministre de l'administration territoriale. Vous voudrez bien lui dire que dans un problème où un général de division a mis son nom, il ne saurait me traiter d'individu sans foi ni loi. Pause. Puis il continue. Il n'a pas le droit de traiter un général nommé avant lui, et peut-être qui partira avant lui. Je suis général toute ma vie. Nous ne voulons pas la guerre dans ce pays. Et la phrase finale. Celle qui a fait le tour du pays. On ne m'a jamais traité de cette manière. J'aurai l'occasion de le rencontrer. J'espère qu'il sera encore là. Il ne faut pas exagérer. J'espère qu'il sera encore là. Prenez le temps de relire cette phrase. Dans le contexte camerounais, dans la culture du sérail, dans la grammaire implicite du pouvoir à Yaoundé, cette phrase ne se lit pas comme une simple expression d'espoir. Elle se lit comme un avertissement. Une prédiction. Peut-être même une promesse. Et tout le Cameroun l'a entendu ainsi. Deux hommes, deux logiques, deux mondes qui se percutent. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut comprendre qui sont ces deux hommes et ce qu'ils représentent chacun dans l'architecture du pouvoir camerounais. D'un côté, Paul Atanga Nji. Ministre de l'administration territoriale depuis 2018. Homme du sérail, homme du régime. Détenteur d'une administration qui supervise les libertés publiques, les associations, les partis politiques, et bien sûr les confessions religieuses. En tant que Mina, il est en quelque sorte le gardien de l'ordre institutionnel. Quand il parle, c'est l'État qui parle. Quand il signe, c'est la République qui signe. Et il le sait. Il s'en nourrit. Il s'en protège. De l'autre côté, le général de division Esaïe Ngambou. Officier supérieur de l'armée camerounaise. Homme qui a consacré sa vie au service de la nation sous les drapeaux. Pour lui, le rang militaire n'est pas un simple titre administratif, c'est une identité. Un statut. Une dignité inaltérable. Un général camerounais, dans la culture des forces armées, mérite un respect absolu. Peu importe les circonstances. Peu importe le contexte. Et c'est là que réside tout le drame. Car dans cette confrontation, nous avons deux logiques qui s'affrontent frontalement. La logique du pouvoir civil, qui dit « la loi s'applique à tout le monde, général ou pas ». Et la logique du pouvoir militaire, qui répond « un général ne se traite pas comme un citoyen ordinaire ». Deux visions. Deux cultures. Et entre les deux, un communiqué de 4 mots qui a tout fait sauter. Mais attendez. Parce que ce n'est qu'une partie de l'histoire. Partie 3. Révélation et décryptage. Ce que les communiqués officiels ne disent pas. Pour vraiment décrypter cet affrontement, il faut aller au-delà des communiqués et des vidéos virales. Il faut regarder ce qui se joue dans l'ombre. Les non-dits. Les enjeux cachés. Les règles implicites du sérail. Première question cruciale, pourquoi un général de division s'implique-t-il dans la création d'une église? Ce n'est pas anodin. En Afrique en général, et au Cameroun en particulier, les églises, surtout les nouvelles dénominations, représentent bien plus que des lieux de culte. Elles sont des réseaux d'influence. Des bases de mobilisation sociale. Des outils de construction d'une légitimité morale et communautaire. Fonder une église, c'est se construire un ancrage dans la société civile. C'est capter une communauté de fidèles. C'est aussi, parfois, préparer une transition vers une autre forme de présence publique. Un général qui fonde une église décentralisée, dans une région comme l'Ouest Cameroun, avec Fumban comme ville de lancement, cela attire inévitablement des regards. Et certains regards, dans les cercles du pouvoir, s'accompagnent de questions que personne ne pose à voix haute. Deuxième élément de décryptage, la question du nom. Le MINA n'a pas seulement contesté l'absence d'autorisation. Il a aussi spécifiquement demandé à l'EECD d'éviter toute confusion avec l'EEC historique, notamment au niveau du nom, du siège et du logo. Pourquoi cette insistance sur le nom? Parce que dans le monde des institutions religieuses, le nom est une marque. Une réputation. Un capital symbolique accumulé sur des décennies.
L'Église évangélique du Cameroun, avec son histoire, ses infrastructures, ses fidèles, représente un actif considérable. Une nouvelle structure qui emprunte un nom similaire peut créer une confusion dans l'esprit des fidèles, capter une part de cette légitimité historique, et potentiellement détourner des ressources humaines, financières, symboliques. C'est donc bien plus qu'une querelle de procédure administrative. C'est une bataille pour l'identité et la légitimité d'une institution. Troisième élément, et peut-être le plus important, la question du timing. Le communiqué du MINA est signé le 8 juin 2023. Le ECD a été créé le 21 mai 2023. Soit à peine 18 jours plus tôt. 18 jours. C'est extrêmement rapide pour une réaction ministérielle officielle dans l'administration camerounaise, qui n'est pas réputée pour sa rapidité d'exécution. Cette célérité laisse supposer que le dossier était suivi de très près, bien avant la cérémonie de Fumban. Que des informations remontaient. Que des arbitrages avaient déjà eu lieu en coulisses. Ce qui signifie que cette intervention du MINA n'était peut-être pas une simple réaction spontanée à une situation imprévue. Elle pourrait avoir été anticipée, préparée, décidée à un niveau bien plus élevé que le bureau du ministre. Et si c'est le cas, alors le général Ngambou ne s'était pas simplement heurté à Atanga NJ. Il s'était heurté à quelque chose de bien plus grand. Mais ce n'est pas tout. Car derrière ce dossier, il y a aussi la question de la crise interne de l'EEC. La grande fissure de l'EEC, genèse d'une scission. Pour comprendre pourquoi le ECD est né, il faut comprendre pourquoi l'EEC s'est fissuré. L'Église évangélique du Cameroun est, rappelons-le, l'une des plus grandes dénominations protestantes du pays. Mais depuis plusieurs années, des observateurs proches du milieu évangélique camerounais signalent des tensions profondes en son sein. Des tensions autour de la gouvernance. Des tensions autour des ressources. Des tensions autour des orientations théologiques et administratives. Ce type de crise n'est pas nouveau dans l'histoire des églises africaines. On l'a vu dans d'autres pays. On le voit au Cameroun. Quand une institution religieuse grandit, quand elle accumule du patrimoine, quand elle développe des réseaux d'influence, elle devient inévitablement un enjeu de pouvoir. Et les rivalités internes, qui étaient d'abord purement théologiques, prennent progressivement une dimension politique et économique. C'est dans ce terreau fertile qu'émerge le ECD. Elle se présente comme une dissidence structurée, portée par des responsables qui estiment que la direction de l'EEC historique ne répond plus aux besoins des communautés de base. Décentralisée, dit-elle. Ce mot lui-même est un programme politique. Il dit, nous voulons remettre le pouvoir aux communautés locales. Nous voulons briser la centralisation excessive qui étouffe les initiatives. Mais le MINA, lui, voit les choses autrement. Pour l'administration territoriale, cette démarche, aussi bien intentionnée soit-elle dans ses déclarations, contourne délibérément les procédures légales. Elle crée une situation de fait accompli. Elle met l'État devant le risque d'une multiplication anarchique de structures religieuses, toutes se réclamant d'une légitimité historique qu'elles n'ont pas formellement. Et dans un pays où la question religieuse croise régulièrement la question ethnique et régionale, ce risque n'est pas pris à la légère. Partie 4. Analyse satirique approfondie. La comédie sérieuse du sérail camerounais. Maintenant que nous avons posé tous les faits, que nous avons décrypté les enjeux, permettez-nous de faire ce que nous faisons toujours dans cette émission, regarder la réalité camerounaise avec les lunettes de la satire lucide. Parce que franchement, cette histoire, elle mérite qu'on s'y arrête avec un peu d'humour noir. Acte 1, le ministre qui ne choisit pas ses mots. Paul Atanga NJ est un homme qui a de l'expérience. Des décennies dans les arcanes du pouvoir. Il sait mieux que quiconque que dans le sérail camerounais, les mots ne sont jamais innocents. Chaque phrase d'un communiqué ministériel est pesée, sous-pesée, calibrée. Alors la question que tout le monde se pose, mais que personne ne dit à voix haute, c'est celle-là, est-ce que Paul Atanga NJ savait qu'un général de division était impliqué dans ce dossier quand il a signé ce communiqué? Et si oui, est-ce qu'il a délibérément choisi d'ignorer ce fait? Ou pire, est-ce qu'il a délibérément choisi de ne pas en tenir compte? Parce que dans les deux cas, le message envoyé est le même, ici, c'est l'État qui commande. Pas les grades militaires. Pas les réseaux. Pas les connexions. L'État. C'est un message clair. C'est peut-être même un message courageux. Mais c'est un message qui, dans la culture du sérail, revient à donner une gifle publique à un homme qui n'avait pas l'habitude d'en recevoir. Acte 2, le général qui sort les griffes. Le général Ngambou, de son côté, réagit comme tout officier supérieur qui se respecte,
avec une dignité blessée et une menace enveloppée dans du velours. J'espère qu'il sera encore là. Admirez la construction de cette phrase. Elle ne dit pas, je vais l'éliminer. Elle ne dit pas, il va payer. Elle dit simplement, j'espère qu'il sera encore là. Une simple expression d'espoir. Formellement, en tout cas. Mais dans le langage du sérail camerounais, tout le monde a compris. Parce que dans ce milieu, le subjonctif de l'espoir peut très facilement se conjuguer à l'indicatif de la menace. Et le général le sait. Et le ministre le sait. Et tout Yaoundé le sait. C'est ce qu'on appelle la communication par insinuation. L'art de dire sans dire. De menacer sans menacer. De prévenir sans prévenir. Un art que les acteurs du sérail camerounais ont élevé au rang de discipline académique. Acte 3, l'église qui devient un ring de boxe. Mais le plus comique et le plus tragique à la fois, dans cette histoire, c'est que tout cela se passe autour d'une église. Une église, mes amis. Un lieu de recueillement. Un espace de prière. Un endroit où, normalement, on vient chercher la paix, la sérénité, la communion avec le divin. Et voilà que cette église, ou du moins sa création, devient le théâtre d'une confrontation entre un général et un ministre. Voilà que des individus bardés de titres, de galons et de fonctions officielles se chamaillent autour d'une dénomination religieuse comme des enfants autour d'un jouet. Décentralisé, dit le ECD. Et en effet, elle a décentralisé les conflits du sérail jusqu'à la cour de l'église. C'est beau, non? Acte 4, la question du respect ou de son absence. Le général Ngambou insiste sur un point particulier dans sa sortie vidéo, il dit qu'il est général toute sa vie. Que son grade ne lui a pas été donné par le ministre. Et que nul n'a le droit de lui manquer de respect de cette façon. C'est une posture parfaitement compréhensible. Dans une institution comme l'armée, le rang est sacré. La hiérarchie est intouchable. Un général ne se traite pas comme un citoyen lambda, et il le sait. Sauf que, voilà le paradoxe camerounais dans toute sa splendeur. Dans ce pays, la question du respect est à géométrie variable. Elle dépend de qui vous êtes, de qui vous connaissez, et surtout de qui vous a nommé. Le général dit qu'il a été nommé avant le ministre. C'est possible. Mais dans le système camerounais, ce qui compte, ce n'est pas l'ancienneté de la nomination. C'est l'actualité du pouvoir. Et l'actualité du pouvoir, en juin 2023, elle portait le nom d'Atanga NJ. Ce qui amène à une question philosophique profonde, que nous posons avec tout le sérieux qui s'impose, dans le sérail camerounais, est-ce que le pouvoir civil prime sur le pouvoir militaire? Ou est-ce l'inverse? Ou est-ce que les deux coexistent dans un équilibre précaire, maintenu par des conventions non écrites que tout le monde respecte, jusqu'au jour où quelqu'un oublie les règles? Et cette fois-là, qui a oublié les règles? Le ministre qui a signé sans vérifier? Ou le général qui a répondu sur la place publique? Acte 5, le peuple camerounais, spectateur amusé et inquiet. Pendant que ces deux hommes s'affrontent dans les coulisses et sur les réseaux sociaux, le Camerounais ordinaire, lui, regarde. Il regarde avec cet œil particulier qu'ont les peuples qui ont appris à vivre avec les acrobaties du pouvoir. Il rit, un peu. Parce que c'est comique, quand on y pense. Des gens très importants qui se disputent autour d'une église comme si c'était une question de survie nationale. Mais il est aussi inquiet. Parce que dans ce pays, quand les hommes de pouvoir commencent à parler de guerre, même pour dire qu'ils n'en veulent pas, les gens ont appris à tendre l'oreille. Parce que l'histoire leur a appris que les grandes crises commencent souvent par de petites querelles d'ego. Nous ne voulons pas la guerre dans ce pays. Le général a dit ça. Et cette phrase, sortie de son contexte, pourrait sembler rassurante. Mais dans son contexte, elle sonne comme un avertissement. Comme si la guerre était une option qu'on mettait sur la table, juste pour signifier qu'on choisit de ne pas la prendre. Pour l'instant. Le Camerounais ordinaire a entendu ce pour l'instant. Même s'il n'a pas été prononcé. Acte 6, le paradoxe de la foi et du pouvoir. Il y a quelque chose d'infiniment ironique dans cette histoire, quelque chose que la satire serait incapable d'inventer, même à son meilleur. Nous avons ici des hommes qui se battent pour une église. Une institution dont la vocation première est de rassembler les hommes autour de valeurs de paix, de fraternité, de pardon. Et la bataille pour cette institution est menée avec des armes de pouvoir, d'intimidation, de menaces voilées, de communiqués agressifs. Cherchez l'erreur. Ou peut-être, ne cherchez pas. Parce que dans le Cameroun contemporain, foi et pouvoir ont toujours eu une relation compliquée.
Les églises ne sont pas seulement des lieux de culte. Elles sont aussi des espaces de légitimation sociale, des réseaux de solidarité, des bases d'influence communautaire. Ceux qui les contrôlent disposent d'un capital symbolique considérable. Et dans un pays où le capital symbolique se convertit facilement en capital politique, la bataille pour une église n'est jamais vraiment une bataille spirituelle. C'est une bataille de pouvoir. Comme les autres. Avec des versets bibliques en fond sonore. Conclusion. Ce que cette histoire nous dit de nous-mêmes. Voilà donc l'histoire que vous venez d'entendre. L'histoire d'un communiqué, d'une vidéo, de 4 mots explosifs et d'une phrase finale qui a figé tout un pays. Mais au fond, cette histoire, elle nous dit bien autre chose que la simple querelle entre un général et un ministre. Elle nous dit que dans le sérail camerounais, le respect est une monnaie. On la distribue avec parcimonie. On la retire sans prévenir. Et quand elle manque, elle peut déclencher des crises bien plus graves que celles d'une église non autorisée. Elle nous dit aussi que les institutions religieuses ne sont jamais vraiment séparées du pouvoir politique dans ce pays. Qu'on le veuille ou non, que les acteurs le reconnaissent ou non, les deux sphères se nourrissent mutuellement, se surveillent, se protègent et parfois se détruisent. Elle nous dit enfin que la communication dans le sérail camerounais est un art subtil et dangereux. Où une phrase innocente peut déclencher une guerre. Où une menace voilée peut en dire plus que 1000 communiqués officiels. Que s'est-il passé après cette confrontation? Le général et le ministre se sont-ils rencontrés, comme le premier l'avait annoncé? Quelles ont été les conséquences sur le statut de l'ECD? Et surtout, qui a eu le dernier mot dans cette bataille silencieuse de l'ombre? Beaucoup de questions. Peu de réponses officielles. Comme toujours dans le sérail. Et c'est ça, la vraie nature du pouvoir au Cameroun. Il ne se montre pas. Il ne s'explique pas. Il agit dans l'ombre, avec des communiqués comme couverture et des vidéos virales comme signal d'alarme. Alors voici la question que nous vous posons ce soir. Dans un pays où un général peut publiquement mettre en doute la longévité d'un ministre, et où ce ministre continue d'exercer ses fonctions comme si de rien n'était, qui gouverne vraiment le Cameroun? Les institutions? Les hommes? Les réseaux? Ou l'équilibre fragile entre tous ces pouvoirs qui se surveillent, se menacent et se tolèrent, jusqu'au prochain incident? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo si vous pensez que ces questions méritent d'être posées. Et surtout, restez éveillés. Parce que dans le sérail, les choses bougent souvent quand personne ne regarde.